Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser au meurtre de Natalia Popova. Alors, restez là. Cette histoire se déroule en France, dans le département des Bouches-du-Rhône et plus précisément dans la commune de Roves. Nous sommes le lundi 21 octobre 2004 et il est 21h40 lorsque les gendarmes reçoivent un appel d'un homme qui habite la commune du Roves. Il a aperçu une lueur orangée sur les hauteurs dans une zone inhabitée et il pense que c'est le début d'un incendie. Les pompiers ne perdent pas de temps à se rendre sur place, ils ne trouvent rien d'anormal à l'endroit signalé par le témoin. Donc ils font plusieurs allers-retours pour essayer de localiser l'incendie jusqu'à ce qu'ils tombent sur un homme sur le bas-côté de la route, visiblement essoufflé et qui leur fait des signes, qui leur demande de le suivre jusqu'à un chemin de terre qu'on ne perçoit pas depuis la route. Au bout de ce chemin, une voiture. L'homme, avec un fort accent russe, va leur dire que c'est sa femme qui se trouve à l'intérieur. Malheureusement, lorsque les pompiers arrivent, il est déjà trop tard. La femme qui était dans la voiture est totalement calcinée. On n'a pas énormément d'infos sur Natalia malheureusement, mais on a quand même les grandes lignes. Natalia est née en Ouzbékistan et elle a 33 ans au moment de son meurtre. Elle rencontre celui qui va devenir son mari, Guennadi Popov, il y a 20 ans, dans leur village natal. Depuis ce jour, ils ne se sont plus quittés. Guennadi est un homme d'affaires qui a assez bien réussi dans son travail. Il a démarré sa carrière en Russie, mais il a aussi énormément voyagé. Le couple a habité en Espagne, en Israël et aux États-Unis. Ça fait environ 1 an qu'ils se sont installés près de Marseille. Toujours dans le cadre du travail de Guennadi, qui doit y implanter une usine à béton. Ils ont également une fille, Anastasia, qui a 11 ans au moment du drame. Natalia est assise côté conducteur. Sa ceinture est attachée. La boîte de vitesse automatique est en position parking. Et sous son siège, 2 cordons de produits inflammables. Le feu a visiblement été attisé par un appel d'air provenant de la vitre arrière ouverte. L'intérieur de la voiture a été totalement détruit par la chaleur, fondu. Selon les experts, il est monté jusqu'à 8000 degrés dans l'habitacle. Le corps est quasiment intégralement calciné et de ses membres inférieurs, il ne reste que des cendres. La piste criminelle est clairement privilégiée. Alors, que s'est-il passé? Comment Natalia s'est retrouvée dans cet endroit isolé, au bout de ce chemin de terre, dans une commune qu'elle ne connaît pas? Et son mari, il faisait quoi pendant ce temps-là? Guennadi est directement emmené avec les policiers pour être entendu sur le déroulé de la journée. Et voici l'histoire qu'il va raconter. Il se baladait en voiture avec sa femme et ils ont décidé d'aller dîner dans cette commune car Guennadi devait dans la soirée récupérer un colis à l'aéroport de Marignane. Ils trouvent en chemin une pizzeria qui leur semble sympa et c'est là que ça devient bizarre. Il est 20h lorsque devant la pizzeria, Natalia va y déposer son mari. Elle lui dit qu'elle a ses règles, qu'elle doit se changer et qu'elle va en profiter pour faire le plein d'essence de la voiture avant de revenir. Guennadi la voit partir, mais pas dans la bonne direction, dans le sens contraire de la station essence la plus proche. Mais bon, comme ils ne sont pas des habitués de cette commune, il est possible qu'elle se soit trompée. Alors il se pose pas plus de questions que ça et attend sagement devant la pizzeria. Peut-être 1h30 plus tard, il commence à s'inquiéter et comme il a oublié son portable dans leur deuxième voiture, il demande à la pizzeria s'il peut passer 2-3 coups de fil et contacte les hôpitaux les plus proches. En ressortant de la pizzeria, il va, comme le témoin qui a appelé la police, lui aussi apercevoir l'incendie et avoir le pressentiment qu'il est en rapport avec Natalia. Il va donc parcourir en courant le bon kilomètre qui le sépare de la colline et croiser les pompiers. Bon, la police ne va pas croire un mot de cette histoire qui est un peu trop tirée par les cheveux à leur goût. D'autant plus que Guennadi a des plaies et des ecchymoses suspectes visibles sur le cou et le menton notamment. Lorsqu'on lui demande d'où elles proviennent, il est confus et il dit qu'il s'est sûrement blessé en courant dans la garrigue ou alors que sa femme l'a griffé la veille. Il sait plus trop. Leur fille Anastasia, 11 ans, va elle aussi être interrogée et ce qu'elle va leur dire va achever les doutes de la police. Non seulement la veille au soir, ses parents se sont disputés,
Mais en plus, elle leur dit que c'est son père qui l'a amenée à l'école le lendemain matin, ce qui n'arrivait que très rarement. C'était la plupart du temps Natalia qui s'en occupait. Gennady est directement mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Gennady nie la totalité des faits qui lui sont reprochés. Il n'a pas tué sa femme. Mais la police pense qu'il essaye de leur faire à l'envers. Pour eux, il a tué sa femme lors de la dispute qui a mal tourné la veille. C'est pour ça que c'est lui qui a emmené sa fille à l'école. Il a attendu le soir pour emmener sa femme sur le chemin isolé, la placer au volant pour faire croire qu'elle conduisait et y mettre le feu afin de faire disparaître toutes les traces de coups et d'échymoses qui auraient pu se trouver sur son corps. Parce qu'en plus de la petite histoire bizarre qu'il a racontée à la police, de ses échymoses et de la dispute la veille, il y a aussi une incohérence majeure. Gennady est incapable de dire qui est l'expéditeur du colis qu'il devait aller récupérer à l'aéroport de Marignane. Ce colis a pourtant son importance, puisque c'est pour cette raison, souvenez-vous, selon lui, qu'ils se sont retrouvés dans cette commune et devant cette pizzeria. Sans colis, est-ce que son histoire tient encore debout ? Mais contre toute attente, les résultats de l'autopsie tombent et le médecin légiste va affirmer que Natalia était bien vivante lorsque l'incendie a démarré. Et ça démonte instantanément la théorie du meurtre lors de la dispute la veille. Mais il y a mieux encore. L'examen des vêtements, chaussures et mains de Gennady ne met en évidence aucune trace de suie, d'hydrocarbures ou de fumée qui aurait dû normalement s'y trouver si c'était lui qui avait provoqué l'incendie. Aucun élément matériel ne le reliait à cet incendie. Gennady va passer 4 ans en détention provisoire alors qu'il nie les faits depuis le début et que, je le rappelle, aucun élément matériel ne le relie au meurtre de sa femme. En 2006, Anastasia revient sur la déclaration qu'elle a faite au lendemain du meurtre. Elle n'est plus certaine d'avoir entendu une dispute entre ses parents la veille. Le problème, c'est que quelques jours avant cette rétractation, on sait qu'elle s'est rendue au parloir de la prison pour s'entretenir avec son père. Le juge soupçonne Gennady d'avoir fait pression sur sa fille, donc il ne tient pas compte de ces nouvelles déclarations. Le 19 novembre 2011, le procès de Gennady s'ouvre. Sans surprise, il continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Mais après 4 heures de délibération, il est condamné à 15 ans de prison pour meurtre. Son avocat fait appel de cette décision et le procès en appel s'ouvre le 11 juin 2012. La défense tente de prouver l'innocence de Gennady avec des éléments matériels concrets. Une reconstitution a été réalisée. Et avec l'horaire de l'appel du premier témoin de l'incendie, qui a lui aussi vu Gennady devant la pizzeria, l'horaire d'arrivée des pompiers, qui, souvenez-vous, ne voyaient eux pas l'incendie en arrivant, les différentes étapes de la combustion d'une voiture, il a été déterminé que le feu a été allumé après 21h30. En à peine 10 minutes, un quart d'heure, il est impossible que le mari ait pu retourner, laver et changer devant la pizzeria, puisque rappelez-vous, il n'avait aucune trace sur lui. Donc, il n'a pas pu commettre le meurtre. L'accusation, quant à elle, ne peut toujours apporter ni preuve, ni mobile à ce meurtre. Et la défense amène une nouvelle piste non explorée jusqu'alors. Un homme qui travaillait pour Gennady lui en voulait. Aurait-il pu agir par représailles ? Le 15 juin 2012, revirement de situation. Gennady est acquitté. Gennady et sa fille se sont constitués partie civile et le dossier a pu être réouvert en 2014. Plusieurs témoins ont vu le jour du meurtre sur la route qui menait à la voiture de Natalia, un SDF assez connu dans la commune qui squattait généralement ailleurs, qui n'avait pas été recherché et par conséquent pas entendu à l'époque. C'est donc 10 ans plus tard qu'il sera enfin interrogé. Sa présence ce soir-là sera bien avérée, mais il nie les faits et il sera très vite relâché et mis hors de cause. Un autre protagoniste du dossier va lui aussi enfin être entendu par la police en 2017, soit 13 ans après les faits. Il s'appelle Yuri, c'est un ancien militaire de l'armée russe réfugié en France depuis quelques années. Au moment des faits, il travaillait pour Gennady et contrôlait les chantiers. Et pendant les 3 mois précédant la mort de Natalia, il n'avait pas été payé et n'avait de cesse de réclamer son argent. Là où ça devient intéressant, c'est que la police va découvrir qu'en Russie, sa voiture a mystérieusement explosé avec une personne à bord. Il s'est fait passer pour mort et a quitté son pays. Mais aussi que quelques mois avant le meurtre de Natalia, il a été suspecté d'avoir mis le feu à la voiture d'un de ses employeurs. Pour finir, le jour même du meurtre, Yuri a tenté d'appeler Gennady à plusieurs reprises et il lui a même laissé un mot sur sa deuxième voiture. Tout ça, c'est quand même très étrange. Mais on a mis 13 ans pour recouper toutes ces informations et interroger cette personne. Autant vous dire qu'il va nier les faits, et vu que les charges à son encontre sont beaucoup trop minces, Yuri va être aussi très rapidement mis hors de cause dans cette affaire et le dossier va être de nouveau refermé par la justice.
Depuis son acquittement, Gennady est retourné vivre en Russie avec sa fille Anastasia. En 2021, ils ont demandé la réouverture du dossier, mais elle leur a été refusée par la justice, faute d'éléments nouveaux. L'année suivante, leur avocat apprend que François Vérove, aussi appelé le Grêlé, était dans la région au moment du meurtre de Natalia. Souhaitant en savoir davantage, il va demander des investigations complémentaires. Mais la chambre de l'instruction va lui répondre que lors de la perquisition chez François Vérove, rien n'a été retrouvé en rapport avec Natalia et que par conséquent, il n'y aura pas plus d'investigations dans ce sens. On se rappelle que le mec, il n'a avoué aucun crime avant de se suicider, il a juste laissé un pauvre mot à sa femme en lui disant qu'il avait fait des choses horribles. Et c'est son ADN qui l'a trahi finalement 40 ans plus tard et qui a fait qu'on a pu le relier à tous ces meurtres. Mais la justice n'était-elle pas censée retracer un peu son parcours, recenser ses lieux d'habitation, les endroits où il a travaillé, histoire de voir s'il n'y avait pas des dossiers non élucidés sur son chemin et pouvoir aussi faire des recoupements? Alors, c'est sûr, il y a zéro ADN à comparer dans cette affaire puisque tout a brûlé. Mais qu'une chose soit claire, ce n'est pas parce qu'il était dans le quartier à ce moment-là que ça fait de lui le coupable, mais à l'inverse, c'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé son ADN sur la scène de crime, ni qu'on n'a rien retrouvé chez lui que ça le disculpe. Ça reste néanmoins un coupable potentiel et pour pouvoir le disculper, il faut pouvoir investiguer un peu sur son passé. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Dans cette affaire, certes, nous n'avons toujours pas de coupable, mais on n'a toujours pas de mobile non plus. Alors je vous propose qu'on essaye de comprendre pourquoi on a tué Natalia. Il a été démontré que Gennady n'a pas pu mettre le feu lui-même. Ok, mais est-ce que cela exclut totalement la possibilité qu'il ait pu vouloir faire disparaître sa femme? N'aurait-il pas pu faire appel à un complice pour l'aider à faire le sale boulot? Imaginons que Natalia lui a annoncé qu'elle allait le quitter et partir avec sa fille, très loin de la France. Et elle n'a pas pris cette décision d'un coup de tête. Elle a mis en garde Gennady de nombreuses fois. Donc, il savait que ça allait arriver et a déjà eu le temps d'y réfléchir. Alors, afin de la retenir, il lui met des somnifères dans son verre, une dose assez conséquente pour qu'elle dorme plusieurs heures d'affilée. Le lendemain matin, elle dort toujours, donc il emmène sa fille à l'école et rentre chez lui. Il appelle un ami qui sait comment faire disparaître un corps et qui lui propose de mettre le feu à la voiture dans un endroit tranquille, mais d'attendre la nuit pour cela. Alors il se rend chez le couple en fin d'après-midi, il aide Gennady à déposer Natalia dans la voiture et ils partent pour le Rove. Entre-temps, pour être bien sûr qu'elle ne se réveille pas, il lui injecte d'autres somnifères directement avec une seringue. L'homme dépose Gennady devant la pizzeria afin qu'il soit vu par des témoins et emmène Natalia sur le chemin isolé. On connaît la suite. Il est étrange que cette possibilité n'ait pas été étudiée. Certaines personnes préfèrent tuer leur conjoint plutôt que d'être quittées. Encore plus quand il y a des enfants au milieu et une garde à se partager. Et c'est aussi une manière de s'assurer qu'elle restera à lui pour toujours. La possessivité qu'entretenait Gennady envers sa femme est peut-être le mobile qui a tant manqué aux enquêteurs. Partons du principe que l'histoire de Gennady est vraie. Il a été déposé devant la pizzeria à 20h et la reconstitution a permis de déterminer que le feu a été allumé après 21h30. Donc, il s'est passé quoi en 1h30? Est-ce qu'elle a été abordée par un individu à la station-service? D'ailleurs, est-ce qu'on a vérifié qu'elle y soit bien allée? Ou est-ce que quelqu'un sur la route lui aurait demandé de l'aide ou de le déposer quelque part et l'aurait amenée jusqu'au chemin isolé dans le but d'abuser d'elle? Est-ce qu'elle se serait faite arrêter par un vrai faux policier, tueur en série? Il est possible que Natalia se soit tout simplement retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Et si c'est le cas, vu que tout est parti en cendres, comment pourrait-on avoir la preuve irréfutable de son identité? 21 ans plus tard, cela paraît toujours aussi compliqué. Alors si la justice elle-même ne tente même pas de retracer les déplacements d'un tueur en série avéré, il est clair que la réponse ne va pas tomber du ciel. Je rappelle néanmoins qu'il a fallu 35 ans pour trouver l'identité du grêlé, alors j'ose espérer que tout espoir n'est pas perdu. Gennady était un homme d'affaires. En plus de ne pas payer régulièrement certains de ses employés, il ne devait pas se faire que des amis dans son travail. Il est vrai que Yuri est sur le papier le coupable idéal si on prend en compte ses antécédents et surtout son addiction apparente pour la pyromanie. Mais il se peut qu'il n'ait pas été le seul à en vouloir à Gennady. Le couple aurait en réalité été suivi depuis le départ de leur domicile.
Il aborde Natalia une fois qu'elle est seule en lui disant qu'il connaît son mari et qu'il a des choses à lui raconter. Il lui demande de le suivre et Natalia accepte. Sauf qu'une fois la voiture garée sur le chemin isolé et sortie de la voiture, il la frappe assez violemment afin qu'elle perde connaissance et qu'il puisse l'installer au volant avant de mettre le feu. Alors, quelle théorie vous a le plus convaincu ? Théorie 1, la possessivité. Théorie 2, l'opportunité. Théorie 3, la vengeance. Ou théorie 4, la vôtre. Et si vous avez votre propre théorie, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Pour voter, c'est très simple. Rendez-vous tout de suite dans l'onglet communauté de ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour un nouveau Cold Case.